Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire pour discuter et vous donner le maximum de conseils, de recommandations pour gérer votre portefeuille de noms de domaine et pour résoudre des litiges liés au nom de domaine en lien avec vos droits de propriété intellectuelle. Alicia, qui m'accompagne aujourd'hui, je peux te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Shishka Alessia. Je suis juriste en propriété intellectuelle chez Novagraph Belgium. Je suis également arbitre auprès de plusieurs centres d'arbitrage et de médiation, habilité à recevoir les plaintes relatives aux litiges liés au nom de domaine. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Marc-Emmanuel. Alors, je me présente, Marc-Emmanuel, je suis juriste chez Novagraph France et je suis responsable du pôle nom de domaine et contrefaçon en ligne chez Novagraph. Alors, aujourd'hui, on se réunit pour vous parler des noms de domaine principalement en lien avec vos droits de propriété intellectuelle parce que le nom de domaine, on le sait tous, c'est devenu un atout stratégique à protéger. Alors, au programme de ce webinaire, aujourd'hui, on va aborder les points suivants, à savoir construire un portefeuille solide pour sécuriser votre présence en ligne, aligner vos noms de domaine et votre marque pour une protection optimale, comment détecter et contrer le cybersquatting et les enregistrements abusifs. Ensuite, nous aborderons le point sur l'utilisation des outils juridiques, notamment les actions UDRP, URS, ADR, Cirelli, pour récupérer vos noms de domaine. Et enfin, comment agir pour éviter les litiges coûteux. Je laisse la parole à Alicia. Merci Alicia. Merci. Avant de commencer, j'ai une question rapide. Savez-vous combien de nouveaux noms de domaine sont enregistrés tous les jours? Alors, je vous laisse réfléchir et je vais vous aider. Il y a 100 000. Donc, il y a 100 000 de nouveaux noms de domaine qui sont enregistrés chaque jour. Et dans ce contexte, comment protéger votre marque tout en optimisant votre présence en ligne? Justement, l'idée de ce webinaire, c'est de montrer qu'une gestion efficace d'un portefeuille de noms de domaine peut non seulement renforcer votre présence en ligne, mais également de mieux protéger votre marque. Comment? Afin d'éviter qu'une marque soit reprise dans les noms de domaine par des tiers pour un usage abusif, il convient d'anticiper et de sécuriser les domaines clés et les extensions les plus populaires. Donc, notamment, sécuriser les extensions fondamentales telles que .com, .net ou .org, prendre en compte les extensions qui sont souvent exploitées par les fraudeurs, comme .co, qui est normalement réservé pour la Colombie, mais vous aurez compris, il est fréquemment utilisé en raison de sa ressemblance avec le .com, ou le .ai, qui est dédié en Anguilla, mais utilisé pour son association avec l'abréviation de l'intelligence artificielle. Et il convient également de regarder les extensions stratégiques par pays en fonction de vos marchés cibles et aussi anticiper l'enregistrement des extensions sensibles afin d'éviter toute atteinte à votre réputation. Finalement, ne sous-estimez pas le typo-squatting qui consiste à enregistrer de variantes orthographiques d'une marque pour capter son trafic ou tromper les internautes. Et c'est un risque qui est actuellement sous-estimé par de nombreuses sociétés. Donc, par exemple, si vous tapez sur votre navigateur Google avec un el.com, alors vous verrez que ça vous renvoie vers le site web qui appartient à Google parce que ils ont anticipé et ils ont enregistré ce nom de domaine afin d'éviter ce genre de fraude. Finalement, un mot sur la gestion centralisée de votre portefeuille de nom de domaine. Cela simplifie évidemment le suivi et cela réduit les risques d'oubli de renouvellement du nom de domaine. Donc, vous aurez compris, les marques et les noms de domaine sont des actifs complémentaires. Et Marc-Emmanuel va nous expliquer comment
assurer une gestion coordonnée et conjointe de ces deux actifs. Merci Alicia. Alors comme Alicia le disait, les noms de domaine et les marques sont des actifs complémentaires dont la gestion coordonnée maximise la valeur et l'impact d'une entreprise. L'alignement stratégique entre ces deux éléments représente une approche fondamentale pour assurer une présence numérique solide. Cette synergie offre plusieurs avantages clés qui, lorsqu'elles sont bien exploitées, peuvent fournir un avantage concurrentiel considérable. Alors, premier avantage, la protection de l'identité de la marque. En cela, faire correspondre les noms de domaine avec ces marques garantit une présence en ligne cohérente et claire, évitant toute confusion parmi les consommateurs. On peut prendre l'exemple d'une société qui serait appelée Tech Solutions. Elle aurait tout intérêt à détenir les noms de domaine techsolutions.com plutôt que d'opter pour un nom de domaine pertinent comme techsolve.com, qui pourrait perturber son identité visuelle et commerciale. Cette cohérence, elle permet également de renforcer la reconnaissance de la marque et facilite la navigation pour les utilisateurs qui cherchent directement le site internet de l'entreprise. On a aussi un renforcement des protections juridiques. Un portefeuille de noms de domaine bien géré, aligné avec les marques, est un atout majeur pour l'entreprise lorsqu'il s'agit de défendre ses droits en cas d'infraction. En cas de cybersquatting ou d'utilisation abusive d'un nom de domaine, une entreprise ayant un portefeuille de noms de domaine bien constitué et documenté dispose de meilleures chances d'obtenir gain de cause lors de procédures de résolution de litige. Ces démarches, elles permettent de contester efficacement les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et d'obtenir soit le transfert du nom de domaine, soit sa suspension. Ensuite, une stratégie harmonisée permet d'avoir accès aux périodes de préenregistrement. Il faut savoir que lors du lancement de nouvelles extensions de domaine, certaines périodes appelées Sunrise sont spécifiquement réservées aux titulaires de marque. Alors, ces fenêtres d'enregistrement anticipées, elles permettent à l'entreprise de sécuriser des noms de domaine stratégiques correspondant à ces nouvelles extensions avant que ceux-ci ne soient ouverts au public. Ce processus permet à la marque de prendre une longueur d'avance sur les acteurs potentiels qui voudraient enregistrer des domaines similaires et profiter de la notoriété de la marque existante. Par exemple, si on en revient à notre exemple de Tech Solutions, si une nouvelle extension .tech est lancée, la société pourra enregistrer en avance le nom de domaine techsolutions.tech. Enfin, une stratégie harmonisée permet aussi une amélioration du SEO et de la visibilité. La cohérence entre les noms de domaine et les marques n'est pas seulement bénéfique pour la protection juridique, mais elle optimise également le référencement naturel, c'est le SEO. Les moteurs de recherche comme Google privilégient les sites dont l'URL correspond à des termes de recherche populaires et pertinents. Ainsi, avoir un nom de domaine qui correspond exactement à la marque améliore la visibilité sur les moteurs de recherche, augmente le trafic organique et aide à gérer une plus grande notoriété en ligne. De plus, cela peut renforcer la crédibilité et la confiance des consommateurs qui savent qu'ils accèdent directement au site officiel de l'entreprise. Et maintenant, je laisse la place à Alicia pour la partie 2. Maintenant qu'on a constitué un portefeuille, comment peut-on détecter les infractions à nos droits de propriété intellectuelle et notamment les infractions qui touchent les noms de domaine? Merci. Alors, une protection, le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, une protection efficace d'un portefeuille de noms de domaine commence par une surveillance. Une surveillance qui permet d'identifier rapidement des enregistrements suspects et de réagir face aux abus. Avant de mettre en place une surveillance efficace, il est conseillé de faire un état de lieu euh, pour voir recenser l'ensemble de votre portefeuille et notamment de vérifier les extensions et variantes déjà enregistrées, ainsi que recenser les noms enregistrés par vos partenaires, donc des personnes qui sont autorisées à le faire, par exemple les distributeurs ou les franchisés. Cela permet également de vérifier si les données de contact auprès des différents registrars sont à jour et que les renouvellements sont correctement programmés. Donc, pour ne pas éviter toute perte accidentelle des noms de domaine liés à leur non-renouvellement. Et ensuite, un audit peut identifier les zones à risque, donc voir
quels sont les noms de domaine qui sont encore manquants, comme les variantes linguistiques ou les fautes de frappe les plus courantes, mais aussi les extensions stratégiques qui ne sont pour l'instant pas encore protégées par la société. Donc, Marc-Emmanuel nous expliquera maintenant comment trouver un bon équilibre dans la stratégie défensive. Alors, merci Alicia. Je vais commencer par une petite question. Savez-vous combien il existe d'extensions à ce jour? Bon, un petit indice, c'est inscrit dans la slide. Il y a, selon la base IANA, Internet Assigned Number Authorities, il existe près de 1600 extensions de domaine. Ce nombre a considérablement augmenté avec l'introduction de nouvelles extensions génériques comme le .tech, le .store ou le .app et géographique, élargissant les options pour l'enregistrement des noms de domaine. Donc, le défi des stratégies défensives réside dans l'équilibre entre un nombre excessif et insuffisant de réservations de noms de domaine. Il serait irréaliste et coûteux d'enregistrer votre marque sur toutes ces extensions. Il est donc plus efficace de prioriser les extensions principales telles que le .com, le .net, le .org, ainsi que celles correspondant à votre marché géographique, par exemple le .fr ou le .de. Ces extensions sont les plus reconnues et offrent une bonne couverture pour protéger l'identité de votre marque. En parallèle, mettre en place une surveillance régulière des nouveaux enregistrements permet de détecter rapidement toute tentative de cybersquatting ou d'usurpation de votre marque. Cela vous offre la possibilité de réagir rapidement sans pour autant enregistrer toutes les extensions possibles. Donc nous allons ensuite aborder le point 4 sur la surveillance des enregistrements par des tiers. Alors, il existe des services de surveillance de noms de domaine qui sont des outils essentiels pour protéger vos droits de propriété intellectuelle en ligne. Ils vous permettent de détecter en temps réel les enregistrements de nouveaux noms de domaine qui contiennent des dénominations identiques ou similaires à votre marque ou à d'autres éléments de votre portefeuille de propriété intellectuelle. L'objectif ici est d'éviter que des tiers malveillants ou des entités non autorisées n'enregistrent des noms de domaine susceptibles de prêter à confusion, ce qui pourrait nuire à la reconnaissance de votre marque ou induire les consommateurs en erreur. La surveillance des noms de domaine va bien au-delà des extensions classiques comme le .com ou le .net. Elle couvre quasiment toutes les réservations de noms de domaine, quelle que soit l'extension choisie. Qu'il s'agisse de nouvelles extensions génériques comme le .tech, le .store ou d'extensions géographiques comme le .fr. Cela permet de suivre de manière exhaustive l'évolution des noms de domaine enregistrés ainsi que d'identifier toute tentative de cybersquatting ou d'utilisation non autorisée de votre marque, même sur des plateformes moins courantes. La surveillance est particulièrement utile pour détecter des enregistrements effectués par différents tiers tels que des concurrents, mais elle permet aussi de détecter des enregistrements effectués par des franchisés, des employés, des partenaires ou des prestataires. Enfin, les services de surveillance permettent également de repérer les actions de cybersquatting ou des tiers malveillants enregistrent des noms de domaine dans le but de revendiquer la propriété et de demander, par exemple, le paiement d'une somme en échange du nom de domaine, mais elle permet aussi d'inclure toutes les tentatives de phishing. La surveillance des noms de domaine est ainsi un moyen efficace de protéger l'intégrité de votre marque en ligne et de prendre des mesures rapides pour contrer toute atteinte potentielle. En détectant tôt les enregistrements suspectés de porter atteinte à vos droits, vous pouvez minimiser les risques de confusion et protéger votre réputation. On va maintenant analyser avec Alicia le point sur les réactions à donner suite à la détection d'un nom de domaine. Merci. Donc, vous avez compris, la surveillance est extrêmement importante et la surveillance du nom de domaine doit être ajustée pour couvrir l'ensemble des risques potentiels. Donc, par exemple, on pense souvent à surveiller les noms de domaine qui reprennent vos marques, mais on oublie parfois les noms de domaine qui reprennent les dénominations, vos dénominations sociales, qui sont souvent utilisées pour les tentatives d'usurpation d'identité ou de termes clés de votre activité, notamment les noms de vos produits importants. Donc, au niveau d'analyse et de réaction face aux alertes détectées par la surveillance, il est conseillé de faire analyser ces résultats par un juriste spécialisé afin d'hiérarchiser les actions menées. Bon, n'oubliez pas qu'une collaboration entre les différentes équipes internes, comme marketing, IT et les équipes juridiques,
aide à mieux évaluer un impact commercial, mais aussi commercial et donc et juridique de chaque alerte reçue. Par ailleurs, il est important d'éviter les fausses alertes, donc ne pas surréagir face aux résultats non pertinents, comme par exemple par rapport aux marques identiques ou fort similaires, mais qui sont utilisées de manière légitime par les entités opérant dans les secteurs complètement différents du vôtre. Le slide suivant, s'il vous plaît. Euh, alors, lorsqu'un avis de surveillance est reçu, il est essentiel de hiérarchiser le niveau de risque avant d'adopter la bonne stratégie de réaction. Donc, voici quelques recommandations qui vous permettent de mieux identifier le niveau de risque. Donc, tout d'abord, à reconnaître les signes d'enregistrement frauduleux. Évidemment, si votre marque elle est distinctive et qu'elle est reprise à l'identique ou avec une légère modification dans le nom de domaine euh, reçu dans l'alerte, cela indique évidemment un usage abusif. L'extension du domaine peut également être un indice. Si votre marque est enregistrée avec une extension en lien avec votre activité, comme par exemple point banking ou point fourniture ou que sais-je, cela renforce un risque de confusion pour vos consommateurs et ça peut être un indice de fraude. Il faut également analyser la présence en ligne du domaine. Donc, un nom de domaine peut sembler inactif s'il n'affiche aucun contenu, s'il n'y a pas de site web lié. Ça ne veut pas dire forcément que ce nom de domaine est sans risque. Donc, il convient de vérifier les services de messagerie qui sont liés à son nom de domaine. Si les services de messagerie sont activés, ça veut dire que les emails sont envoyés et reçus à partir de ce nom de domaine. Et donc, cela ouvre la porte à des usurpations d'identité et des tentatives de fraude via les emails. Et finalement, il convient d'adopter la bonne stratégie d'action. Et je laisse la parole à Marc-Emmanuel pour nous expliquer quelles sont les différentes stratégies d'action qui sont possibles pour réagir face aux abus. Alors, merci Alicia. Donc, le but, c'est de trouver le meilleur compromis entre protection et coût. On va pouvoir avoir une granularité des actions à mettre en place. Alors, la première, c'est la surveillance de l'URL et ou du WIS. Alors, certains enregistrements de noms de domaine, même s'ils reproduisent votre marque de manière identique, peuvent ne pas présenter un risque majeur en l'état. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de site web actif et pas de serveur de messagerie configuré. Pour cette raison, il peut être suffisant de mettre en place une surveillance URL et WIS pour s'assurer que vous êtes informé de tout changement sur le nom de domaine. Par exemple, si un site web devait être créé, le service de surveillance vous informerait afin que vous puissiez décider d'agir ou non. Seconde solution, vérification de l'identité et des coordonnées et ou de l'admissibilité du titulaire du nom de domaine à détenir le nom de domaine. Donc, selon les extensions et les bureaux d'enregistrement, il existe différentes possibilités afin de tenter d'obtenir des informations sur le titulaire du nom de domaine qui, dans l'UE, sont très souvent anonymisées sous le couvert du règlement général sur la protection des données personnelles qu'on connaît tous, le RGPD, et une lecture très favorable du RGPD au bénéfice des titulaires, sans compter l'utilisation des privacy services pour anonymiser les informations. Certains registres ont mis en place des procédures pour demander l'accessibilité, l'éligibilité ou la vérification des données fournies par les titulaires des noms de domaine. Si les titulaires ne sont pas en mesure de fournir la preuve demandée, les registres peuvent alors aller jusqu'à supprimer le nom de domaine. Enfin, la fermeture des sites frauduleux, les shutdowns, c'est-à-dire que dans certains cas, notamment lorsqu'un faux site est présent et lorsqu'il existe un risque très important de phishing, il est possible de demander la fermeture du site. Cette procédure est particulièrement efficace, peu coûteuse et permet de mettre fin rapidement à l'infraction, mais elle nécessite un suivi ultérieur ou d'autres mesures selon les cas. Voilà, ça c'est donc, nous venons de voir les premières possibilités d'action à mettre en place. Nous passons ensuite
aux questions liées aux procédures de résolution des litiges, à l'arbitrage extrajudiciaire. Donc, les procédures extrajudiciaires devant des tribunaux d'arbitrage sont des procédures qui présentent l'avantage de coûter moins cher et d'être plus rapides que les actions en justice, car elles ne prennent pas plus de 2 à 3 mois pour aboutir à une décision. Il existe de nombreuses procédures différentes selon l'extension, mais les plus connues sont les plaintes UDRP, l'URS, la plainte Cirelli et d'autres procédures existent. Pour ces procédures, il convient généralement de démontrer 3 éléments pour obtenir le transfert, l'annulation ou la suspension du nom de domaine. On va revoir après en détail ces 3 éléments avec Alicia, mais je vous les cite. Le premier, c'est être titulaire d'une marque identique ou similaire au nom de domaine litigieux. La seconde, c'est l'absence de droit ou d'intérêt légitime. L'absence de droit ou d'intérêt légitime à agir. Et le dernier, c'est un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi. On a la chance aujourd'hui d'avoir Alicia avec nous qui est panéliste. Alors, panéliste, c'est les arbitres qui rendent les décisions extrajudiciaires. Donc, elle va nous donner des tips, des conseils pour déposer une plainte UDRP et aussi, dans le cas inverse, comment se défendre correctement dans le cadre d'une procédure UDRP. Alicia, je te laisse la parole. Merci, je vais essayer. Donc, on assiste à une hausse des procédures UDRP, notamment auprès de l'EMPI, qui a reçu plus de 6000 litiges l'année dernière. Cette hausse reflète les défis croissants auxquels font face les titulaires de marques pour protéger leur marque en ligne. Il faut dire que plus de 80% des cas ont abouti au transfert des noms de domaine litigieux ou plaignants, ce qui souligne évidemment l'efficacité de la procédure UDRP pour lutter contre le cybersquatting. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que, d'après vous, quel est le top 3 des secteurs qui ont introduit plus de procédures UDRP l'année dernière? Est-ce que vous savez faire un classement parmi les secteurs qui sont recensés ici sur l'écran? Je vous laisse réfléchir 2 secondes pour voir quel est selon vous le secteur le plus touché. Le slide suivant. Voilà. Donc ici, vous avez le top 3. Comme vous pouvez voir, c'est le secteur de commerce de détail qui est suivi de près du secteur de la banque et de la finance et de la biotechnologie et produits pharmaceutiques qui sont parmi les plus concernés. Ceci dit, tous les secteurs sont concernés par les abus et donc notamment on y retrouve aussi les secteurs d'alimentation, les domaines de médias et d'édition ou de mode et autres. Le slide suivant. Donc, comme vous a expliqué Marc-Emmanuel, il y a 3 éléments à prouver dans le cadre d'une procédure UDRP. Et le premier élément consiste à prouver pour le plaignant qu'il détient une marque identique ou similaire qui est intérieure à l'enregistrement du nom de domaine. Comment? Il faut fournir les preuves, donc les certificats d'enregistrement, ou alors des contrats de cession ou des licences. Ça dépend par qui la plainte est déposée. À noter que ce n'est pas nécessaire de produire l'intégralité de votre portefeuille lorsque vous possédez des centaines ou des milliers d'enregistrements. Donc, il suffit de présenter les marques les plus anciennes pour montrer que votre marque est bien antérieure au nom de domaine litigieux. Il est également intéressant de montrer l'extension géographique de couverture de vos marques. Par exemple, si vous possédez les droits en Chine, en Europe et aux États-Unis, n'hésitez pas à le montrer. Et alors, finalement, il est aussi, je pense, important de montrer si vous possédez les enregistrements dans le pays correspondant à l'extension du nom de domaine litigieux en question, pour montrer que le titulaire du nom de domaine ne pouvait ne pas savoir que vous possédez un enregistrement dans ce pays-là. Alors,
Dans certains cas, on peut également évoquer les droits qui sont conférés par un usage continu et réel dans le commerce, dans signe non enregistré, donc common law marks. Toutefois, il est impératif dans ce cas-là de fournir les preuves solides d'un usage commercial réel et significatif. Donc, l'élément clé l'élément clé de ce premier élément, c'est le critère de risque de confusion. Donc, les GTL 10, les extensions, on en fait abstraction, ils sont ignorés, tout comme l'absence d'espace, de tiret, de ponctuation au sein même du nom de domaine. Pour évaluer le risque de confusion avec la marque, on essaie de déterminer si la marque est reconnaissable dans le nom du domaine. Alors, le slide suivant. Ici, on fera un petit test pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, ces noms de domaine sont-ils susceptibles de prêter à confusion avec les marques en question? Est-ce qu'on reconnaît Optimisme dans opns.domaine, Anushka dans annaoutlet.com, Boursorama dans brs.contact, etc. Je vous laisse réfléchir. Oui ou non? Le slide suivant. Donc, vous avez les résultats. Comme vous pouvez voir, en ce qui concerne Optimisme, ce n'était pas très optimiste parce que la marque, il a été jugé que la marque Optimisme n'est pas du tout reconnaissable dans le nom de domaine en question. Donc, le panel a considéré que les abréviations ne sont pas automatiquement similaires au point de prêter à confusion avec la marque du plaignant et que chaque cas doit être examiné en fonction de ses propres faits et de ses mérites. En ce qui concerne le deuxième cas, Anushka dans Anna Outlet, là par contre le plaignant a été plus chanceux puisqu'il a été jugé que la marque Anushka a été reconnaissable. Donc le panel a considéré que l'omission de dernières 4 lettres ne supprimait pas le risque de confusion avec la marque en question. Il faut dire que le nom de domaine annaoutlet.com menait à un site web vendant des contrefaçons des produits de titulaires de la marque, qui était en l'occurrence la designeuse de bijoux Anushka Dukas. Pour le troisième cas, Boursorama, là le panel a estimé que l'élément BRS pouvait être considéré comme une abréviation de la marque Boursorama et cela a été confirmé par toute une série d'enregistrements des noms de domaine du plaignant. Donc le plaignant avait toute une série de noms de domaine consistant en BRS avec d'autres éléments. Et donc le plaignant en plus a fourni des preuves que le défendeur a utilisé brs.contact pour se faire passer par le plaignant. Pareil pour le cas suivant, Banco BPM. Donc, les plaignants, dans ce cas-là, c'était une banque basée en Italie. Le défendeur utilisait le nom de domaine, il y en avait deux en fait, pour les sites web illégaux, les sites web qui offraient des services bancaires et financiers sous le nom du défendeur. Et donc, le panel a considéré que dans la marque Banco BPM, l'élément le plus distinctif, c'était le BPM, c'était l'acronyme BPM. Banco, ça veut dire banque en italien. Et donc, que cet élément déminant était reconnaissable dans le nom de domaine en question. Pour OnlyFans, il a été également jugé que le nom de domaine, dans le nom de domaine topoflict.com, les deux éléments OF correspondaient aux initiales de la marque OnlyFans. Il faut dire que le nom de domaine en question renvoyait à un site web qui proposait des services de divertissement pour adultes. Donc voilà, il a été confirmé que OnlyFans est similaire à topoflix.com. Donc, vous aurez compris, les panels prennent en considération le contenu du site web,
pour juger si la marque est similaire au nom de domaine en question. Le slide suivant, s'il te plaît. Donc, dans le deuxième élément, le plaignant doit démontrer que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. Donc, quand cela revient à prouver un fait négatif, les panels reconnaissent qu'il est difficile pour le plaignant de fournir des éléments négatifs. Donc, il suffit que le plaignant établisse que prima facie, le défendeur n'a pas de droit ou intérêt légitime sur un nom de domaine. C'est au défendeur qu'il revient de prouver le contraire. Et ben, comment? En fait, il peut démontrer l'un des trois cas de figure suivants. Le premier cas de figure, c'est lorsque le défendeur peut prouver qu'il utilisait déjà le nom de domaine ou qu'il avait préparé activement son utilisation dans le cadre d'une offre légitime de produits-services avant même d'avoir été informé de conditions, d'existence du litige. Bon, pour le prouver, il peut fournir toute une série de documents comme des courriers électroniques, des documents internes, des factures, des contrats, donc tout ce qui pourrait établir qu'il avait des intentions commerciales légitimes en ce qui concerne ce nom de domaine. Donc, pour illustrer ce cas de figure, vous avez le dossier, le litige utvpac.com. Dans ce dossier, il a été jugé par le panel que le nom de domaine contesté reflète le nom d'une entreprise apparemment légitime qui a commencé ses activités au moins 4 ans avant l'enregistrement du nom de domaine en question. Et donc, ce qui pourrait expliquer que le défendeur pourrait l'avoir utilisé de bonne foi. Toutefois, le panel a également souligné qu'il pourrait parvenir à une conclusion tout à fait différente si des preuves claires démontraient que l'adoption initiale de ce nom commercial par le défendeur était illégitime, c'est-à-dire qu'il avait été intentionnellement conçu pour cibler le plaignant, cibler la marque du plaignant et que l'enregistrement du nom de domaine contesté faisait partie d'une entreprise plus large visant directement le plaignant de manière frauduleuse. Deuxième cas de figure, le défendeur peut également prouver qu'il est communément connu sous le nom de domaine, même s'il ne possède pas de marque enregistrée. Donc, dans le dossier, le litige qui concernait le nom de domaine meurmeut.com, le plaignant, c'était une entreprise française spécialisée dans la conception de la fabrication de textiles de haute technologie. Et le défendeur a prouvé que le nom de domaine correspondait à son nom de famille et qu'il était utilisé pour des recherches généalogiques, ce qui constituait un usage légitime. Finalement, le dernier cas de figure, c'est si le nom de domaine est véritablement utilisé pour un site de critique ou de parodie ou d'information et qu'il n'y a pas d'intention de tirer un avantage commercial et détourner des consommateurs. Donc, dans ce litige, je ne vais pas le prononcer, le nom de domaine est très long. Donc, le plaignant, c'était un médecin spécialisé en oncologie et il avait une marque enregistrée aux États-Unis. Le défendeur avait enregistré un nom de domaine litigieux et a créé un site de plainte visant le plaignant sur lequel il avait publié des articles peu élogieux sur le plaignant, notamment le liant au décès de son père. Donc, pourtant, le panel a reconnu que le site, c'était une plateforme de critique non commerciale, sans publicité ni de liens commerciaux, et donc l'intérêt légitime du défendeur a été confirmé. Donc, l'élément important pour ce deuxième critère, pour le deuxième élément, les panels regardent sur l'absence de publicité ou de liens commerciaux du site web et aussi l'intérêt légitime des justificatifs de pouvoir utiliser le nom de domaine de manière légitime. Donc, une recommandation qu'on pourrait tirer ou formuler vis-à-vis ce deuxième élément, mais de manière peut-être aussi générale vis-à-vis de la procédure d'RP. Donc, en fait,
vous savez peut-être, mais il y a très peu de cas dans lesquels les défendeurs fournissent des réponses. Donc souvent, il y a un défaut de défendeur, ou alors ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est que les défendeurs se limitent à réagir de manière un peu émotionnelle en disant je ne sais pas de quoi on parle ou des choses comme ça, mais ne fournissent aucune argumentation solide pour justifier leur usage légitime. Donc, pour dire quelles sont les raisons de l'enregistrement du nom de domaine. Donc, lorsqu'il y en a, n'hésitez pas à répondre aux plaintes. Je pense que ça joue un rôle important. Ça peut en fait, de manière indirecte, être lorsque vous ne répondez pas ou vous ne fournissez pas d'argumentation plus poussée, ça peut être un aveu de mauvaise foi. Donc, éviter les justifications farfelues ou incohérentes qui ne seront pas prises en compte par le panel et qui vont plutôt jouer en défaveur de défense. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, quelques mots concernant le troisième élément, et notamment, donc, il s'agit d'une double exigence dans la procédure UDRP, contrairement à certaines variantes nationales où l'une de deux conditions doit être prouvée. Ici, l'élément clé, en fait, le plaignant doit démontrer que le défendeur a spécifiquement visé sa marque, que l'enregistrement du domaine n'était pas une coïncidence. Donc, les critères qui sont souvent utilisés par le panel, c'est le contenu du site, donc voir s'il y a eu imitation ou usurpation d'identité ou tromperie des clients, si le nom du domaine enregistré était dans le but de le vendre au titulaire du droit ou à son concurrent, si le nom de domaine a été enregistré et utilisé pour attirer des internautes vers un site web du défendeur, donc en créant un risque de confusion. S'il y a eu un lien préexistant entre les parties, donc tous ces éléments-là, ils sont examinés dans le cadre de ce troisième élément. Je pense que le slide suivant, nous arrivons doucement à la conclusion de ce webinaire. Donc, vous aurez compris que 1. Un portefeuille bien géré. 2. Une surveillance active. Et 3. Des actions rapides permettent d'éviter les litiges et de se protéger plus efficacement, en tout cas, de protéger plus efficacement sa marque en ligne. Donc, pour optimiser son portefeuille sans faire exploser les coûts, il faut tout d'abord cibler les domaines clés, donc ceux qui ont un fort impact commercial et qui risquent de perturber vos activités du business. Il faut également regarder et donc prioriser les extensions stratégiques, comme certaines extensions comme .shop, .banque, .crypto, ils sont plus vulnérables par leur nature, ils sont plus sensibles aux fraudes. Il faut également anticiper, donc je pense que le mot-clé c'est anticiper les menaces, donc ce qui concerne le cybersquatting, le phishing contrefaçon, donc mieux vaut prévenir que guérir. En ce qui concerne la procédure UDRP, n'oubliez pas que la procédure UDRP ne convient pas à tout type de litige, donc n'hésitez pas à recourir aux tribunaux si nécessaire. Et par ailleurs, la procédure UDRP, ce n'est pas un raccourci pour acquérir un domaine légitimement enregistré et utilisé. Donc, déposer une plainte faible ou infondée peut exposer le plaignant à une reverse domain name hijacking, donc une accusation que le titulaire de la marque tente de mettre la main sur un nom de domaine en émettant des accusations infondées à l'encontre de prétendus cybersquatteurs. Donc, cela peut nuire évidemment à la crédibilité non seulement du plaignant, mais également de ses représentants. Voilà, je pense que il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions.
s'il y en a. Et pour les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, ben, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on répondra avec plaisir. Merci Alicia. Voilà. Je vois que ton intervention sur les plaintes UDRP et tes conseils ont fait mouche chez nos auditeurs. On a deux, trois questions principalement pour toi. Alors la première, c'est est-il possible de déposer une seule plainte pour plusieurs noms de domaine? Euh, oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, je me souviens que j'avais un dossier dans lequel il y a eu plus ou moins, je pense que plus de 50 noms de domaine qui ont été visés, donc qui ont été enregistrés par les différents registrars. Donc, je pense que l'élément clé qui est pris en considération alors à ce moment-là par le panel, c'est de voir, en fait, le plaignant doit prouver que les noms de domaine en question sont sous le contrôle de même personne, en tout cas d'un même groupe de personnes, et donc montrer quels sont des éléments qui montrent ce contrôle commun. Donc, est-ce qu'il y a un contenu web, donc ces noms de domaine renvoient à un seul ou un contenu web qui est identique, ou bien si les noms de domaine ont été enregistrés le même jour auprès du même registrar. Donc, tous ces éléments ils sont pris en compte par le panel pour accepter ou ne pas accepter les plaintes dans lesquelles il y a plusieurs noms de domaine qui sont visés. Mais oui, c'est possible. Évidemment, ça fait gagner du temps, mais ça fait gagner aussi d'argent, parce qu'à ce moment-là, évidemment, les frais sont beaucoup moins importants que les frais, enfin, que ceux de procédures séparées concernant chacun des noms de domaine liés. Merci, je pense que tu as très bien répondu à la question. Seconde question, peut-on engager une procédure UDRP contre un nom de domaine inactif? Euh, oui, c'est une très bonne question. C'est possible. Ben, en fait, à ce moment-là, on applique la doctrine de passive holding, détention passive. Dans ce cas-là, en fait, on regarde, il y a plusieurs critères qui sont examinés, notamment la renommée ou le caractère notoire de la marque. Donc, il y a certaines marques pour lesquelles on se dit, ben, même si le nom de domaine est actuellement inactif, il n'y a pas d'explication plausible selon laquelle le défendeur ne serait pas euh, n'aurait pas su d'existence, enfin, n'aurait pas aurait enregistré ce nom de domaine par coïncidence. Donc, il y a des éléments à fournir, donc ça dépend de l'extension de vos activités sur cette marque, de, de votre capacité de prouver que la marque est connue. Il y a également d'autres éléments qui sont pris en compte à ce moment-là. Mais donc, tout dépend de cas par cas, mais pour les marques très connues, c'est certainement possible. Oui. On a encore un tout petit peu de temps. Alicia, encore pour toi. Dans quelle langue se déroule la procédure UDRP? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est forcément l'anglais? Euh, non, non, en fait, ce n'est pas forcément l'anglais. Donc, je pense qu'il y a en fait, dans la procédure DRP, donc c'est la langue, l'accord de l'enregistrement qui joue. Donc, si l'accord de l'enregistrement relatif au nom de domaine a été enregistré en anglais, la procédure sera en anglais. Maintenant, si c'est une autre langue, donc là, je pense qu'au niveau de l'OMP, il y a au moins 18 langues dans lesquelles ont été menées les procédures rien que l'année dernière. Euh, mais en fait, le plaignant peut également demander une langue, que ce soit une autre langue. euh, et pour cela, il doit fournir des éléments pour convaincre le panel d'accepter sa demande. Euh, donc, et en absence d'objection du défendeur, cela est souvent accepté. Donc, par exemple, si le plaignant peut dire qu'une traduction vers
d'une langue vers une langue étrangère peut représenter une charge additionnelle au niveau de coût ou de temps, et que le défendeur ne dit rien, le panel peut accepter qu'une autre langue soit désignée comme une langue de procédure. Maintenant, les notifications, de toute façon, elles sont souvent aux plaignants ou aux défendeurs, ils sont souvent envoyés dans les deux langues. Et dans ce cas-là, les panels qui sont choisis, ils sont bilingues, donc aussi bien dans une et l'autre langue. Donc, donc voilà, ça reste assez flexible, je pense. Ça reste assez flexible pour les plaignants, pour réduire la charge de preuve ou le temps nécessaire pour finaliser les plaintes. Merci, Alicia. Je pense qu'on arrive à la fin. Peut-être que est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, je vois ici, il y a une question concernant les surveillances. Marc-Emmanuel, peut-être tu pourras répondre. Quels sont les outils de surveillance que vous recommandez? Alors, bah, le nôtre, non, je plaisante. Je vais plutôt vous donner des conseils sur comment choisir l'outil. Il y a beaucoup de prestataires qui proposent des surveillances. Alors, la question de savoir, c'est les montants que vous pouvez mettre dans ces outils de surveillance, qui va impliquer derrière, alors des surveillances plus ou moins poussées avec plus ou moins de recommandations juridiques. Idéalement, quand même, c'est d'avoir une surveillance, c'est ce que je recommande à nos clients avec les recommandations d'un juriste qui vous feront gagner énormément de temps. C'est des juristes spécialisés qui pourront juger au mieux des meilleures actions après à mettre en place derrière la surveillance. Voilà, c'est plus ces questions et puis ça dépend aussi des ressources derrière en termes de personnes que vous avez pour traiter toutes ces surveillances et ces résultats détectés. Donc voilà, c'est vraiment voilà les recommandations pour trouver la surveillance qui vous convient le mieux. Très bien, merci. Bon, je pense que le temps est terminé, donc on va clôturer ce webinaire. Merci d'avoir été présent ici aujourd'hui. Et si vous avez des questions, pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, et si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à nous contacter et on y répondra avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup. Mais merci à tous et pour information, la présentation vous sera transmise ultérieurement par email. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.